Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en cette édition du 12 juin 2025 et il est l'heure désormais d'ouvrir notre page économique avec notre invité, Monsieur Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Merci beaucoup Christian d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président fondateur d'Altair Economics. Avec nous pour décortiquer l'actualité. L'actualité est très dense actuellement. Celle dont j'aimerais parler avec vous en introduction, c'est la Banque de France, la Banque centrale française, qui a révisé pour la troisième fois à la baisse ses prévisions de croissance pour l'exercice 2025, les faisant passer de 0,7 à 0,6%. Est-ce que c'est particulièrement notable ou auquel cas, non, c'est peu importe? Alors, ça reste une révision modeste, il faut le reconnaître. Ça donne pas une image positive de la France, mais je pense que c'est vrai que si on regarde les derniers indicateurs conjoncturels, on a plutôt des choses positives encore en Espagne, en Italie. En Allemagne, on a l'espoir quand même d'avoir une amélioration d'ici la fin de l'année. En France, on a plutôt des indicateurs qui restent assez médiocres conjoncturellement. Alors, je parle pas que des données d'enquête, qui sont toujours une vision assez pessimiste de l'économie française, mais on voit que l'immobilier repart, mais très doucement, beaucoup plus doucement, par exemple que l'Italie ou l'Allemagne. On voit aussi que quand même, globalement, il n'y a pas un gros dynamisme au niveau de la consommation. On a été plutôt déçus sur la consommation des Français qui continuent d'épargner de manière assez importante. Donc, ça pose un vrai problème. Derrière le déficit français, de l'État français, il y a une énorme épargne des ménages français qui compense en grande partie ce déficit, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, mais qui montre bien que l'économie française est plutôt stagnante. Et puis, il y a un autre élément qui ne trompe pas aussi. Lorsqu'on dit qu'en France, on est sur l'inflation la plus faible. Alors, on va se dire, c'est bien. Pas d'inflation, c'est plutôt bien. On va pas pleurer. On disait que c'était pas bien il y a encore quelques mois. Sauf que quand on est sur une inflation aussi faible en France de 0,7%, la plus faible d'Europe, ça traduit aussi une demande intérieure qui est très peu dynamique. Et donc, c'est pas forcément un signal positif. Alors, je dirais que le seul élément qui était un petit peu positif, un seul élément qui est intéressant dans ce que nous a dit la Banque de France, c'est un peu novateur, c'est qu'ils ont estimé que l'impact de cette guerre commerciale, si on arrête maintenant avec les droits de douane de 10% sur l'acier, l'automobile et tout ça, l'impact pour la France serait de 0,4 points de PIB sur 2025 et 2027. Donc ça veut dire qu'on sera à 0,2, c'est ça non, ça c'est l'impact. C'est l'impact, c'est intégré, mais c'est l'impact sur cette période, sur la période, parce que comme toujours, ça a des effets. Est-ce que c'est important, 0,4? Alors, c'est quand même significatif, c'est pas la grosseur du trait, alors naturellement, c'est pas un choc majeur, mais ça montre que quand même on est insensible et on est rattrapé, d'après les modèles de la Banque de France, naturellement, par le ralentissement européen qu'impacte cette... Donc voilà, c'est un élément supplémentaire, mais je dirais que c'est vrai que c'est pas mal de mauvaises nouvelles pour le gouvernement, parce que faible croissance, pas d'inflation, donc pas beaucoup de recettes fiscales, et de l'autre, cet impact de l'environnement international qui est compliqué. Environnement international qui a un peu évolué hier, puisque Donald Trump a annoncé avoir trouvé un accord avec Xi Jinping. Est-ce que cet accord, qui est principalement tourné vers les terres rares, vous le comprenez comme une véritable désescalade ou bien c'est juste une pause tactique dans cette guerre économique entre les deux superpuissances économiques mondiales? Alors moi, je pense que ce nouvel round de négociations après la Suisse est lié essentiellement à un problème qu'avait l'administration américaine, qui était un problème de terres rares. Et c'est ça qui a fait réagir au départ Monsieur Trump, qui l'a énervé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que depuis le 4 décembre, la Chine avait complètement bloqué toute exportation de terres rares, que l'industrie américaine a à peu près 6 mois de stock, et on a vu qu'on arrivait plus ou moins à ce délai-là, et que ça commençait à véritablement pénaliser certaines entreprises américaines qui commençaient à ralentir leur cadence de production. Donc, il y a un problème de pénurie de terres rares qui a touché aussi l'Europe. Il ne faut pas l'oublier, on commence à en parler. C'est pour ça qu'il s'est tourné vers le Groenland à un moment de façon différente. Groenland, accord avec l'Ukraine, mais tout ça, c'est bien. C'était sur fond de stock de terres rares américains. Mais ça, il ne pourra pas avant 4-5 ans. Donc, ce n'est pas une réponse à très court terme. Là, on est vraiment sur une dépendance très forte de la Chine. Donc, la Chine avait vraiment pas débloquer les licences d'exportation. Alors, il y a quand même un élément positif d'après l'administration américaine. Alors, c'est amusant, il faut voir les deux parties. L'administration américaine nous dit, voilà, c'était super cordial, tout s'est très très bien passé. La Chine va nous redonner toutes les terres rares qu'on veut, il n'y a plus de problème. Nous, en échange, on accepte les étudiants chinois. Et puis, en plus, la Chine a accepté d'avoir des droits de douane de 55% et de en mettre que à 10 aux États-Unis. Donc, voilà, on est gagnant, tout est bien passé. Du côté de la Chine, c'est beaucoup plus inquiétant parce que la Chine ne parle
parle très peu. Donc voilà, ça prouve qu'il n'y a pas vraiment d'enthousiasme du côté de la Chine, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont perdants, parce que quand on regarde dans le détail, ce qu'ils ont dit, ils ont juste validé le fait qu'ils allaient de nouveau exporter des terres rares, qu'ils allaient de nouveau accorder des licences, mais seulement sur une durée de 6 mois. Et ils ne permettront pas aux entreprises d'acheter au-delà de 6 mois. Donc déjà, ils mettent une grosse pression d'incertitude pour toute l'industrie. Alors, je dis américaine, mais aussi européenne, parce qu'on est un peu des victimes collatérales de ça, faut pas l'oublier. Donc, il y a le fait que ça dure que 6 mois, donc ça va vraiment mettre une grosse pression sur les industriels américains. D'autre part, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en Chine, ils ont aussi un problème de pénurie de certaines terres rares qui touchent l'automobile chinoise. Il faut voir que les véhicules électriques, maintenant, c'est à peu près 50% des ventes de véhicules électriques en Chine. C'est en hausse de 11% sur un an, les ventes automobiles en Chine, mais à peu près la moitié, c'est des véhicules électriques. Et les véhicules électriques consomment énormément de terres rares. Et même pour son marché intérieur, la Chine commence à avoir des problèmes d'aimants, à avoir des problèmes de terres rares qui servent à fabriquer ces aimants qui rentrent dans les véhicules électriques. Donc, on a aussi des gros problèmes. Donc, ça veut dire que la Chine ne va pas non plus s'empresser, exporter à tout va les terres rares et fournir les Américains de manière très libre. Donc, on va être encore sur des tensions assez vives. Et puis, surtout, ce que nous dit la Chine, c'est que globalement, les négociations ne sont pas finies, quoi. On a jusqu'au 10 août pour négocier, que la Chine n'est pas prête à céder facilement. La Chine a quand même eu quelques contreparties, et il ne parle pas du tout des étudiants chinois, contrairement à M. Trump. Il parle de choses beaucoup plus pragmatiques, de moteurs d'avion, de pièces détachées, d'éthane qui servent à leur industrie, parce que la Chine, elle, est dépendante des États-Unis pour ce type de produits. Mais voilà, on voit que les Chinois sont beaucoup plus pragmatiques, c'est beaucoup plus du donnant-donnant, et on sent que la guerre commerciale, entre guillemets, n'est pas finie. En tout cas, on sent que ces négociations, c'était des négociations peut-être d'étapes, un peu après les accords, on a un peu débloqué les choses, mais en tout cas, c'est très, très, très loin d'être fini, et je pense qu'on n'a pas fini. Alors, c'est vrai que M. Trump, immédiatement, ne veut pas dire qu'il a perdu, donc il a réattaqué tout de suite. À son habitude, il a dit, bon, j'envoie les lettres maintenant, et je vais dire à tout le monde combien je veux mettre des droits de douane avant la deadline qui est au mois de juillet, mais in fine, tout le monde se dit, finalement, c'est qu'un coup de gueule qu'il a passé, il détourne un peu l'attention, et de nouveau, il réattaque, il va réattaquer l'Europe. Bon, maintenant qu'il peut plus faire céder la Chine, il va peut-être essayer d'attaquer l'Europe. On voit que, globalement, ça fait partie de son buzz, mais derrière, je pense qu'il y a une réalité que les États-Unis ont comprise, qu'ils sont dépendants de la Chine, que c'est très facile, la Chine leur a fait comprendre, vous voulez nous empêcher d'avoir accès aux technologies, aux derniers processeurs, on vous empêche de produire ces processeurs en vous donnant pas les terres rares, et les États-Unis n'ont pas de solution à court terme. D'ailleurs, vous dites que Donald Trump, effectivement, veut s'y faire beaucoup. Cette nuit, tôt ce matin, il a annoncé qu'il imposerait des tarifs douaniers réciproques à ses partenaires, et ce, dans les 2 prochaines semaines. Donc voilà. Ça, il se tourne déjà vers d'autres... Mais juste après, il a dit aussi qu'il était prêt à donner plus de temps à ceux qui étaient prêts à négocier. Quel temps, c'est ça, voilà, donc, merci, M. Christian Parizeau, parce que j'ai lu ces deux choses. Alors, le temps, vous dites que le premier temps, c'est celui où il dit qu'il va imposer des tarifs réciproques dans les 2 semaines. Le second, c'est de dire qu'il va prolonger les pauses actuellement en place. Voilà, donc parce que les marchés financiers ont réagi en temps inverse, justement. Voilà, on est complètement dans le flou. On est dans le flou, ouais. on est tout complètement dans l'incertitude dans ces déclarations. Bessent a aussi un discours beaucoup plus modéré que M. Trump. Alors donc, finalement, on ne sait plus qui croire, mais ça, c'est clair que ça reste. Par contre, juste un élément, un pied de nez quand même, c'est que la Chine, on voit que la Chine met quand même une belle pression sur les États-Unis, parce que la Chine, ils ont dit, on met nos exportations de terres rares pendant 6 mois pour laisser le temps à l'industrie américaine de trouver de nouveaux fournisseurs. Donc, ça prouve que cette guerre n'est pas finie. Et en plus, quand elle dit ça, c'est un petit peu de l'humour de la part des Chinois, parce que quand vous disposez sur certaines terres rares 90%, 96% de parts de marché, vous savez très bien que c'est pas en 6 mois que vous allez trouver de nouveaux fournisseurs. Donc, clairement, la guerre n'est pas finie. Il ne faut pas croire qu'on a signé la paix. Et finalement, comme on dit souvent, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je pense que le fait que ce soit très flou, cet accord commercial, montre à quel point qu'on n'a pas beaucoup avancé et qu'on est toujours sur des tensions très vives entre les deux. Écoutez, donc l'absence de visibilité va donc encore perdurer. Vous parlez justement, vous dites qu'en 6 mois, les États-Unis n'auront pas le temps de sécuriser leur approvisionnement en terres rares, et ce, sans relocaliser une partie de la chaîne de valeur sur leur sol, de toute façon, quoi qu'il arrive.
Bah, de toute façon, on peut pas on peut pas en 6 mois créer une mine. On peut pas en 6 mois. Alors surtout que le gros problème, c'est même pas que les mines. Le gros problème, c'est le raffinage. Et la transformation. Et voilà, et le recyclage aussi. Enfin, voilà, toute la chaîne de raffinage qui est énormément consommatrice d'eau, qui est très polluante, hein, et que seule la Chine fait aujourd'hui. Parce que vous avez même, par exemple, pour vous donner des exemples, en Europe, même en France, on produit certaines terres rares, mais une partie de ces terres rares sont exportées en Chine pour être raffinées et réimportées derrière. Parce qu'on fait pas... Il y a très peu de pays qui font cette action de raffinage qui est écologiquement véritablement une calamité. Mais donc il faut accepter ça, c'est pas évident. Alors je pense que l'administration Trump est après, mais c'est pas du jour au lendemain que vous créez des unités qui vous permettent de faire ça. Donc les États-Unis seront indépendants de la Chine pas avant 4-5 ans. Est-ce que vous savez où on en est justement de cette relocalisation de la chaîne de valeur autour des terres rares aux États-Unis? Alors c'est compliqué parce qu'il y a une trentaine de terres rares, donc il faudrait les prendre un par un. Mais très clairement, il y a une volonté. Il y a eu des permis qui ont été donnés pour créer des mines sur certaines, mais encore une fois, ça sera pas avant 4-5 ans où on aura des effets véritablement positifs. Donc la Chine a un moyen de pression très fort, hein, mais je dirais que les États-Unis, eux, de leur côté, ont les moyens de pression en bloquant certaines technologies. Donc on est dans cette relation et on s'aperçoit que finalement, dans le bras de fer, il n'y a pas de gagnant ni de perdant et que il faut négocier entre les deux. Il faut négocier entre les deux. Une dernière question sur les terres rares. Les terres rares sont les nouveaux hydrocarbures de la géopolitique mondiale? C'est surtout un élément. Alors, il y a plusieurs éléments qui jouent. D'une part, l'explosion de la demande de terres rares qui n'avait peut-être pas été estimée à cause des véhicules électriques. Donc ça, c'est un élément qui a joué, qui joue beaucoup. Mais les terres rares, aujourd'hui, sont quasiment dans toutes les nouvelles technologies. Hein. Et juste un petit mot quand même, on dit terres rares parce que c'est pas dense dans la croûte terrestre, mais il y en a partout. Et ce qui nous manque, c'est pas le fait d'avoir des terres rares, on en a suffisamment, c'est le fait de pouvoir les extraire, c'est-à-dire on extrait énormément de quantité de terre et après les raffiner, qui est très coûteux. Et donc ça montre que du jour au lendemain, on ne peut pas créer un outil industriel qui soit efficace. Quand vous avez une Chine qui a 90% de part de marché sur certaines terres rares, vous ne pouvez pas vous en passer du jour au lendemain. Ouais, d'accord, donc la guerre n'est pas finie. On va revenir cette fois-ci, on va aller cette fois-ci sur les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis, le CPI, qui est ressorti meilleur, plus faible que prévu. Juste avant de se poser des questions autour de ce niveau d'inflation, comment vous l'analysez, vous, ce chiffre-là? Alors, intrinsèquement, il est bon. Il faut le reconnaître. Si vous prenez l'indice d'ensemble et si vous prenez même le noyau dur, c'est quand même assez positif. Alors, l'indice d'ensemble accélère légèrement sur un an, mais ça, c'est des effets de base, c'est pas dramatique, c'est pas inquiétant. Alors, dans le détail, il y a deux choses qu'il faut retenir. D'une part, quand même, quand on lit dans le détail, il y a toujours une inflation alimentaire qui reste forte. Ça marque les esprits des Américains. Les Américains sont très sensibles. Hein. Quand on leur parle du prix des œufs, ça les marque, parce que c'est quelque chose qu'ils achètent tous les jours. Donc, pour leur perception de l'inflation, ils vont voir quand même que les prix de l'alimentaire restent encore très dynamiques. Par contre, c'est largement compensé par la chute des prix de l'énergie. Je pense que dans la psychologie des Américains, ça reste présent. Deuxième élément, les services. Les prix dans les services restent résilients. Alors, on a d'autres indicateurs qui retraitent un peu ces données du BLS. Je parle par exemple du CPI médian, de l'indice Stream, hein, qui est calculé par la Fed de Dallas, et qui montre que ce sont d'autres méthodes de calcul du noyau dur, qui montrent que quand même, on a une inflation qui est récurrente et qui n'est pas liée à quelques prix qui montraient. Parce que vous savez, comme toujours dans les indices des prix, vous pourriez avoir par exemple le prix des assurances automobiles qui sont en très forte hausse, mais c'est qu'un prix, donc c'est pas vraiment une vraie inflation. Mais on voit qu'il y a quand même un noyau dur d'inflation qui reste assez fort dans les services, qui reste résilient, mais qui n'accélère plus. Qui est assez rassurant dans le sens que ça n'accélère pas, qui n'est pas hors de contrôle, mais qui est là. Donc ça laisse pas beaucoup de marge à la Fed, parce qu'elle sait qu'il y a une partie de l'inflation qui est résiliente au-dessus de son objectif. Et puis après, il y a toujours le fameux droit de douane. Où ils sont ces droits de douane? C'est ça. On a vu hier, on a eu le budget américain, on a vu qu'on avait 87 milliards de droits de douane qui ont été pris par l'administration américaine sur les 5 premiers mois de l'année. Ces 87 milliards, ils sont où? Qui a payé ces 87 milliards? Alors, les entreprises. Alors, a priori, c'est le patron de Walmart qui disait mais il ne pourrait pas le faire encore longtemps. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a quelques indicateurs. On commence à voir la chaîne. On a les prix à l'importation. Tout à l'heure. Les prix qui passent la douane américaine. Et ce qu'on a pu avoir sur les prix à l'importation jusqu'à présent, on va avoir la confirmation, à mon avis, dans les prochains chiffres, c'est que ce n'est pas les importateurs qui ont baissé leurs prix. Puisque les prix à l'import, c'est
c'est avant le droit de douane. Donc, normalement, si j'avais mis des droits de douane de 10%, si ça avait été absorbé par ceux qui exportent vers les États-Unis, on aurait dû voir les prix à l'import baisser de 10%, ce qui n'est pas le cas. Donc, déjà, première chose, c'est pas les fournisseurs des entreprises. Deuxième chose, est-ce qu'on le voit dans l'indice des prix? La réponse est oui et non. On le voit sur quelques segments. On le voit, par exemple, sur quelques segments dans l'ameublement, où vous achetez vos meubles en Chine et que vous n'avez pas d'autres fournisseurs. Donc là, on commence à avoir des répercussions parce que tous les prix ont monté, vous n'aviez pas une offre américaine de disponible, et donc du coup, les distributeurs, ils ont répercuté la hausse des droits de douane. Donc il y a eu une répercussion sur ces prix-là. On le voit aussi, par exemple, dans tout ce qui est matériel électronique. Donc par exemple, les smartphones, il n'y en a aucun qui est produit aux États-Unis, donc globalement, ça se répercute. Donc il y a quand même une certaine réputation. Mais comme c'est des petits poids dans l'indice des prix américain, ça n'a pas d'impact très fort. Par contre, ça veut dire que le reste des 87 milliards, il est bien à la charge des entreprises américaines. Donc, cet indicateur, on peut comprendre que Wall Street soit resté un peu prudent, parce que Wall Street se dit, bon, soit c'est un indicateur qui nous dit les entreprises américaines ont stocké, on fait des stocks de précaution, là, elles sont en train d'écouler leurs stocks de précaution, donc elles ne répercutent pas les prix, elles maintiennent après leur marge, mais ça veut dire que dans les prochains mois, soit ça va être les marges des entreprises qui vont être lourdement affectées parce qu'elles ne vont pas pouvoir monter leur prix aux consommateurs, soit, in fine, ça sera l'inflation qui repartira. Et dans les deux cas, on se dit que l'effet est quand même décalé dans le temps. Est-ce qu'il y a un scénario que vous anticipez plus, a priori, donc réduction des marges ou hausse de prix? Réduction des marges. Moi, je pense que c'est ce qui ressort. Alors, on a eu une enquête qui permet un peu d'étayer ça. C'est une enquête qui est réalisée par la Fed de New York. Alors, je le conçois, c'est que dans le district de New York, donc c'est pas une enquête nationale, mais on voit que dans l'enquête, la majorité des entreprises nous disent qu'elles n'auront pas la capacité à répercuter ça dans leur prix de vente et que ça jouera sur les marges. Alors après, je sais que historiquement, c'est pas vrai ce que je dis. Historiquement, c'est plutôt sur les prix de vente que ça jouait et ça crée plutôt de l'inflation. C'est ce qu'attendent, c'est les exemples historiques. Mais là, on est dans une situation un peu particulière. On est dans une situation où les ménages américains sont quand même très endettés. Ils ont eu beaucoup recours au crédit à la consommation. Ils ont un pouvoir d'achat qui est en train de se dégrader parce qu'aujourd'hui, les salaires ralentissent et l'inflation ralentit beaucoup moins, va ralentir beaucoup moins vite, voire remonter un petit peu. Ce qui fait qu'on a une sensibilité des Américains à l'inflation qui est beaucoup plus forte qu'au cours de nos exemples historiques. Et puis, deuxième chose qui va forcément jouer, c'est qu'on est sur une hausse généralisée de tous les prix parce que les exemples historiques qu'on a, c'était sur les pneus, c'était sur quelques produits. Et donc, on pouvait se dire, je peux monter les prix des pneus, les Américains, ils compenseront en réduisant les achats d'un autre bien. Mais des pneus, ils en ont besoin pour rouler. Donc, il y avait quand même un certain pricing power. Quand vous avez un impact sur l'ensemble des biens, et finalement, ça veut dire que le porte-monnaie de l'américain n'est pas extensible. Et donc, à un moment donné, les entreprises, elles ne peuvent pas remonter leur prix, sinon elles voient leur vente chuter. Donc, je pense qu'il y a un fort risque quand même que ça joue beaucoup sur les marges des entreprises américaines. Donc, ce CPI de mai, en fait, c'est pas un signe durable de désinflation, c'est un répit passager. Oui, ça veut dire juste que l'économie va se venger, mais qu'elle met plus de temps qu'on le croit, quoi. C'est pas immédiat, c'est pas du temps réel. Donc, ça va jouer. Encore une fois, je pense qu'il y a un effet stock aussi qui joue pour beaucoup. Les entreprises avaient été prévenues, donc elles avaient quand même pas mal constitué leur stock. Mais ça sera intéressant de voir parce que, par exemple, Walmart nous dit qu'ils passent leurs commandes pour Noël et la rentrée des classes. Ils le passent maintenant. Donc, est-ce qu'ils attendent d'avoir eu les négociations entre la Chine et les États-Unis parce qu'ils achètent beaucoup en Chine pour la rentrée des classes? Là, ils sont pas en bonne position parce qu'ils ont vu que c'est retardé jusqu'au 10 août, les négociations. Donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils achètent en Chine. Et franchement, sur un crayon, quand vous avez des droits de douane de 30%, vous pouvez pas l'absorber par votre marge. Donc, en fait, beaucoup d'économistes analysent ces chiffres comme étant des chiffres, comme vous l'avez dit très, très justement, finalement, l'impact des droits de douane n'est pas encore dans ces chiffres d'inflation. Quand est-ce qu'ils le seront, on peut savoir? Cet été. Je pense que ça va venir progressivement cet été sur quelques biens. Et encore une fois, ça sera atténué parce qu'il y a des effets stock, il y a des effets de marge. Moi, je pense qu'aussi, le gros risque, c'est des déceptions. Alors, attention, les effets sont plus ou moins rapides. Par exemple, ce que dit Walmart, c'est que tout ce qui est produit frais, ça va aller très vite, ça va être répercuté très vite. Par contre, sur une voiture où les constructeurs automobiles avaient fait des stocks jusqu'aux ventes de mi-juin, ils nous avaient dit qu'ils avaient stocké jusqu'au 22 mi-juin. Ça veut dire que vous n'aurez pas la hausse des prix avant juillet. Donc, vous voyez, les écarts peuvent varier d'un bien à l'autre, ce qui fait que c'est pas un choc brutal. Vous n'allez pas avoir d'un seul coup 10% de hausse sur votre indice des prix ou en pourcentage. Ça va être étalé. Ça va être très, très étalé. Ça va prendre du temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui rend très...
une position pas confortable pour la Banque centrale américaine. Exactement, on y arrive justement à la Fed, à la Banque centrale américaine. Qu'est-ce qu'elle doit faire justement? Vous dites que l'inflation, cette hausse d'inflation qui est quand même assez importante, va se répercuter sur plusieurs mois. Elle doit commencer dès sa prochaine réunion à baisser ses taux, à reprendre sa baisse de taux? Oui, alors c'est tout le problème. Moi, je pense qu'elle ne le fera pas parce que c'est pas du tout ce qui est visible dans les indicateurs. Mais je vous reprends juste mon analyse des prix. D'une part, j'ai une inflation dans les services qui reste quand même assez résiliente. Ça veut dire qu'on a une inflation domestique qui reste relativement forte. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui lui laisse de la marge, parce que si on avait une inflation dans les services et des biens qui étaient inférieurs à 2, elle pourrait dire, bon, même s'il y a un effet choc lié aux droits de douane, c'est qu'un petit effet de marge d'escalier, mais après, ça va revenir à la normale. Donc j'ai un peu de marge de manœuvre. Là, elle n'a pas de marge de manœuvre. Et puis derrière, elle se dit que quand même, il va y avoir un effet qui va s'étendre dans plusieurs mois. Bon, alors je vous dis pas qu'elle croit qu'il y aura une boucle prix-salaire, elle croit pas que ça va s'auto-alimenter, mais c'est quand même difficile d'annoncer au marché, surtout au marché obligataire, avec les tensions qu'on a pour d'autres raisons sur le marché obligataire, d'annoncer au marché obligataire, je baisse mes taux, l'inflation va redémarrer, mais vous inquiétez pas, c'est temporaire, j'y crois pas, je baisse quand même mes taux parce que je fais plaisir à Monsieur Trump. Non, là, clairement, c'est pas un message qui passerait sur le marché obligataire. Ok, très clair. On reste sur le sujet banque centrale. La BCE a baissé ses taux dernièrement. L'écart entre le taux directeur américain et européen, ça a grandi, 2,5% actuellement. C'est un découplage important, marquant et peut-être dangereux selon vous? Alors c'est un découplage important, oui. Alors dangereux, je dirais que c'est quand même largement anticipé, mais on voit qu'il y a un vrai risque inflationniste qui est en train de diverger entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe, on voit que alors ce qu'on appelle les coûts salariaux unitaires, c'est le coût total du travail moins les gains de productivité. Et les coûts salariaux unitaires en Europe est en train de ralentir très fortement. Les indicateurs avancés de la BCE sur les salaires montrent un net ralentissement des salaires. Ça veut dire aussi que on aura peut-être un peu moins de pouvoir d'achat pour les salariés, mais donc c'est plutôt baissier sur la conjoncture. Mais surtout pour la Banque centrale, on va avoir des coûts salariaux unitaires qui vont revenir vers son objectif de moyen terme de 2%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à court terme, ce qui s'est passé, c'est que l'inflation a été, les coûts salariaux ont été absorbés par les marges des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération qui n'a pas été répercutée dans l'inflation. Mais ça, c'est un effet de court terme. On sait que les entreprises, indéfiniment, elles ne peuvent pas absorber. Si les salaires continuaient de croître de 4%, à un moment donné, vous aviez 4% d'inflation à moyen long terme. Là, maintenant, on revient sur des coûts salariaux unitaires qui reviennent vers les 2%, ce qui veut dire qu'on revient véritablement à moyen terme vers les 2%. Donc ça, c'est la partie la plus importante pour la BCE. Et puis après, la BCE a beaucoup changé de point de vue. Jusqu'à présent, elle disait la guerre commerciale, c'était potentiellement un risque inflationniste ou pas, ou déflationniste. Elle ne savait pas, elle n'arrivait pas à trancher. Là, Lagarde, sur la dernière conférence de presse, a dit très clair, le risque est maintenant déflationniste, voire désinflationniste, si on est plus négatif. Mais en tout cas, on est plus sur ce schéma. Elle a tranché. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la BCE est vraiment dans l'idée ralentissement économique, plus désinflation, voire risque déflationniste, de revenir durablement sous les deux. Voilà, du côté de la Fed, on est sur risque inflationniste, qu'on le veuille ou non. Même s'il est ponctuel, on n'est pas du tout sur une inflation qui risque de se calmer et qui pourrait même plutôt s'accélérer. Alors, on a un graphique qui marche assez bien, qui est le graphique des PMI de S&P Global sur la composante prix facturé et inflation. Et on voit qu'à 4 mois, on est sur un rebond très net de l'inflation. Alors, est-ce que l'enquête a raison? Est-ce qu'elle va se tromper ou pas? Mais en tout cas, on voit que cet élément, rien que cet élément-là, fait dire que la Fed, elle ne peut rien faire avant 4 mois. Il faut qu'elle attende de voir si véritablement il y a ce risque qui se concrétise. Donc on est bien dans une grosse divergence au niveau de l'Europe et des États-Unis. Est-ce que dans l'histoire, on a déjà eu des situations similaires sur lesquelles vous pourriez, économiste, vous baser pour essayer d'anticiper? Justement, vous nous dites déjà de toute façon que la Fed, à 4 mois, elle ne devrait rien faire. Donc déjà, vous nous faites de la prospective, je vous en remercie beaucoup. Mais est-ce que voilà, c'est un découplage que l'on a déjà observé auparavant? Alors, un découplage économique, ça a existé. Ça a existé par le passé entre l'Europe et les États-Unis, ce qui traduit forcément par un découplage en termes de politique monétaire. Le gros problème, c'est qu'on sort d'une très très longue période de synchronisation des cycles. Les chocs étaient souvent internationaux, que ce soit le Covid, la crise financière, tout ça, c'était des chocs qui ont frappé tant les États-Unis que l'Europe. Les États-Unis sont repartis plus vite que l'Europe, mais globalement, on est quand même sur des cycles économiques qui étaient relativement synchronisés. Là, c'est vrai qu'on rentre peut-être dans une période de désynchronisation, c'est à voir. Alors, est-ce que c'est durable ou pas? C'est aussi à voir. Ça sera peut-être que pendant 1 an ou 2, et très vite l'administration américaine, mais c'est en partie lié à l'administration américaine et à sa politique et à son incertitude qu'elle génère. Mais en tout cas, c'est clair qu'on n'a pas
d'exemples récents, et les exemples historiques, à mon avis, sont pas les plus valides parce que entre-temps l'économie s'est beaucoup transformée, on a une dépendance au commerce extérieur qui a beaucoup augmenté, donc c'est pas évident de refaire véritablement de ces exemples historiques, mais s'il y a une divergence aujourd'hui des trajectoires économiques, ça se traduira forcément sur l'échange et notamment sur l'euro. Ouais, parce que là on parle beaucoup de l'Europe et des États-Unis, mais il y a la Chine et le Japon aussi qui sont dans des situations monétaires compliquées. Est-ce qu'on peut les introduire, les mettre en rapport avec ce découplage? Vous dites qu'il n'est pas mondial, ce découplage, mais par la force des choses, il l'est un peu. Ça va jouer forcément sur, je dirais, la prime de risque qu'on va mettre sur les actifs américains. Pour vous faire simple, la Chine, grosso modo, est en déflation. L'Europe est en désinflation, mais on devrait être largement en dessous des 2%. Et on a les États-Unis avec un risque inflationniste. Donc, ça vous fait vraiment, pour les marchés obligataires, ça va forcément entraîner des écarts de rémunération face à ce risque. Et donc, on peut s'attendre quand même peut-être à des écarts records entre le 10 ans américain, par exemple, et le 10 ans allemand, ou les taux par rapport au taux japonais, par exemple. Cette semaine, c'était une semaine d'adjudication de bons du Trésor américain. Comment elle s'est passée? Alors, pour l'instant, on a eu du 10 ans seulement, on attend le 30 ans ce soir, mais c'est plutôt bien, parce que, alors, il faut bien comprendre, le risque n'est pas pour tout de suite pour moi. Le vrai risque des adjudications, il sera quand on aura relevé le plafond de la dette. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le Trésor américain n'émet pas en net. Il a atteint son plafond de la dette. Nous ce que ça voilà, veut dire. C'est important, parce qu'aujourd'hui, vous avez, comme les obligations ont une durée de vie, vous avez une partie de l'argent qui est remboursée et le Trésor américain réemprunte. Alors après, il peut réemprunter à 5 ans, il peut y avoir, par exemple, il peut rembourser un titre à court terme et puis réemprunter à 30 ans ou à 5 ans. Donc, c'est pas du tout le même impact sur le marché obligataire. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur un marché... Ça creuse pas le déficit, en fait. Voilà, il y a pas les gens qui avaient prêté à l'État américain, qui a eu son obligation remontée, il faut bien qu'ils leur mettent quelque part son argent. Donc, il n'y a pas d'émission nette. Et en plus, je dirais que même le Trésor américain émet beaucoup moins parce qu'il ne verse plus tout ce qui est cotisation retraite des fonctionnaires américains. Ça lui permet de retarder le défaut. Ce sont un peu des cavaleries. C'est-à-dire que l'État américain, habituellement, au lieu de donner l'argent des retraites, des cotisations retraite au fonds de retraite américain, au lieu de leur donner l'argent, il leur signe un papier en disant « je vous donnerai l'argent, je vous fais une reconnaissance de dette » et ça lui évite d'avoir à emprunter sur les marchés pour donner cet argent au fonds de retraite. Mais ça, c'est momentané. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que là, c'est parce qu'on a le plafond de la dette. Le jour où la loi va passer, la nouvelle loi de finances qui va faire relever ce plafond de la dette, l'État américain va de nouveau rembourser les fonds de retraite, va de nouveau emprunter, et là, on sera sur des émissions nettes importantes. Et donc, à ce moment-là, on sera véritablement sur un effet important. Parce que là, justement, les taux n'ont pas fondamentalement bougé, si on regarde en fait. Non, en réalité, ils n'ont pas bougé. Et même, je vous dirais que les émissions nettes sur le court terme ont même diminué. Donc, il s'est moins parce qu'il atteint le plafond. Donc, le vrai risque, c'est cet été. C'est un risque supplémentaire sur cet été parce qu'on aura les négociations commerciales, mais on aura aussi cet été, si le budget est voté. Parce que là, pour l'instant, a priori, vous pensez, parce que ça s'écharpe encore beaucoup. L'objectif, c'est quand même important parce qu'après, les parlementaires vont partir en vacances. Et c'est pour ça que M. Trump a décidé d'avoir ce budget qui soit voté avant le 4 juillet, avant la fête nationale. Donc, je pense que oui, effectivement, il va mettre la méga pression pour qu'on vote ce budget avant juillet. Sinon, c'est septembre. Et là, on sera en risque, puisque Bessent nous a dit qu'il y avait quand même un risque qu'il y ait un défaut de l'État américain sur juillet. Et c'est pour ça que le président américain veut mettre le plafond de la dette dans sa loi de finances, pour forcer que tout soit bouclé avant la fête nationale. Alors, vous parlez de Scott Bessent. J'ai lu quelque chose, j'ai commencé à lire mardi soir, ça a pris de l'ampleur. Hier, aujourd'hui, ça va passer sous les radars, mais c'est quand même une information particulièrement importante. J'ai lu que Scott Bessent, dont vous venez de parler à l'instant, pourrait être nommé à la tête de la Réserve fédérale américaine. Christian Parizeau, ça y est, c'est la fin de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Oui, alors c'est vrai que c'est l'année prochaine. On ne va pas enterrer trop tôt Monsieur Powell, mais c'est vrai que c'est possible, ça fait partie des candidats. Alors, sur le fond, Monsieur Trump peut le nommer, mais après, je rappelle juste qu'au sein du FOMC, qui est l'organe qui décide des taux directeurs, le président du FOMC, d'ailleurs, c'est le président de la Fed de New York, c'est pas le président de la Fed, c'est lui qui organise le FOMC, c'est lui qui... Donc, ça vous montre à quel point que le président de la Fed est important pour l'institution, et le porte-parole de l'institution, mais c'est pas lui qui dirige les débats au sein du FOMC. Et au sein du FOMC, il y a les membres des Fed régionales qui ne sont pas du tout nommés par le président américain, qui sont nommés au niveau régional, et il y a les gouverneurs. Et les gouverneurs ont un
un mandat long. Donc, même M. Powell pourrait redevenir gouverneur. Plus président, mais redevenir gouverneur de la Banque centrale s'il le souhaite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Bessent, il sera une voix. Alors, il aura 2 voix s'il y avait égalité, mais il sera qu'une voix dans un vote normal. Donc, on n'aura peut-être pas le consensus au sein du FOMC, mais il ne faut pas croire que les gouverneurs des Fed régionales et les autres gouverneurs vont tous s'aligner sur sa position, forcément. Sur sa position, forcément. Donc, du coup, par la force des choses, ce que j'entends, c'est que c'est une nomination éventuelle qui ne ferait pas vaciller les marchés financiers. Ah, ça, c'est autre chose. Parce que le président de la Banque centrale représente quand même la Banque centrale, a un rôle de communication importante. Et c'est vrai que ce rôle de communication joue pour beaucoup quand même sur la confiance que peuvent accorder. Est-ce qu'un Japonais, il va regarder ce que pense le président de la fête de Saint-Louis? Alors peut-être comme ça, mais il va se dire derrière, si c'est Powell qui parle, ça vaut plus que le président. Parce que Powell a un rôle aussi en tant que communicant de synthèse des positions de FOMC, donc on a tendance à plutôt privilégier, mais souvent, ne faut pas le croire, Powell en conférence de presse, il dit « je pense ça » et il dit « nous pensons ça ». Il fait souvent la distinction entre, et donc il peut avoir des points de vue différents. Donc effectivement, je pense que ça joue quand même sur la crédibilité de la Banque centrale, dans le sens que c'est un acte de représentation importante de l'image de la Banque centrale. Après, Bessent, c'est pas le pire non plus, on sent qu'il est pragmatique, mais ça montrera qu'il aura une pression très forte du président américain, et ça a surveillé. Alors c'est comme toujours, s'il y a un risque sur l'obligataire américain, et je pense qu'il y en a un vrai sur cet été, mais c'est toujours des petites briques qui se rajoutent, c'est pas d'un seul coup. Donc parmi les risques, il y a le risque inflationniste qui est pas bon, il y a la crédibilité de la Banque centrale qui va jouer pour l'année prochaine, qui peut inciter les investisseurs à être prudents, notamment sur la partie longue de la courbe des taux, on revient à notre sujet précédent, et puis derrière, il y a notamment ce risque sur l'économie américaine en tant que telle, sur l'instabilité du pouvoir américain, qui peut véritablement effrayer certains investisseurs de long terme, notamment les assureurs japonais par exemple, qui pourraient se dire que finalement ça devient risqué d'investir sur la dette américaine. Donc prudence quand même, ça fait beaucoup de choses. Et puis naturellement cette loi budgétaire qui se traduit par un déficit américain et une explosion de la dette américaine qui peut que inquiéter. Donc ça fait beaucoup de petites briques qui sont aujourd'hui mises en place pour le 10 ans américain. Sur le 10 ans américain, les investisseurs japonais, vous nous dites qu'ils vont peut-être éventuellement être un peu plus attentifs à ces obligations, ces émissions d'obligations américaines, mais d'un autre côté, les investisseurs japonais vont acheter leurs dettes maintenant. Alors, oui et non, parce qu'ils ont quand même, ils sont toujours à la recherche de rendement. C'est structurel, et on est encore sur des taux longs japonais qui sont bas. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques tensions sur la partie très longue de la courbe des taux, entre la 30 et 40 ans. Et d'ailleurs, l'État japonais a annoncé qu'ils allaient racheter une partie de cette dette très longue. On voit que de son côté, la BOJ est en train de ralentir et va sûrement nous annoncer que pour prochaine année fiscale, il va y avoir un net ralentissement des achats obligataires. Donc il va y avoir un besoin de financement qui va augmenter au Japon, et donc une hausse des taux japonais. Mais après, comme toujours, alors ça, c'est pas quelque chose qui est susceptible de créer un crack pour moi. Ça vous montre seulement que l'excès d'épargne est en train de disparaître au niveau mondial, que maintenant, pour prêter aux États, on va demander beaucoup plus de rémunération, et après, il y aura des arbitrages entre États. Et je pense que ce qui est en train de créer, dans le meilleur des scénarios Trump, c'est une prime de risque supplémentaire sur la dette américaine. Alors après, si on rajoute les aspects incertitude fiscale et tout ça, volonté de taxation des étrangers, tout ça, ça peut que entraîner une prime de risque supplémentaire. Après, dans le pire des scénarios, ça serait véritablement un risque de crack. Mais je pense que ce que vont plutôt, si vous avez les taux longs japonais qui montent, même de très peu, derrière, mécaniquement, ça va s'entraîner à la hausse les taux américains. Ce qui veut dire aussi que les États-Unis ont fini une longue période dans laquelle ils avaient des taux réels beaucoup trop bas, beaucoup plus bas, qui a vraiment stimulé leur croissance, et ce qui explique en partie, on parle beaucoup de choses aux États-Unis, de la croissance américaine, mais on oublie qu'on avait des conditions financières qui étaient exceptionnelles, favorables grâce au dollar. Donc ça veut dire que ça y est, l'âge d'or des États-Unis est fini, l'âge d'or du dollar est fini? Est-ce que M. Trump n'a pas fait une prévision à l'inverse avec son fameux âge d'or? C'est peut-être la question qu'on peut se poser, mais en tout cas, il a créé suffisamment d'incertitudes à court terme pour générer une vraie prime de risque durable sur l'obligataire. Et plus que la bourse, à mon avis, ce qu'il faut regarder, et il faudra regarder cet été, c'est les taux longs américains. C'est véritablement l'élément déterminant pour moi, qui sera le plus market mover. Sur la crédibilité sur le budget américain, c'est les taux longs qui vont réagir et pas la bourse. Sur la crédibilité de la politique de M. Trump sur les droits de douane, ce seront les taux longs et pas la
la bourse, puisque la bourse a déjà intégré beaucoup de choses et est relativement magnanime vis-à-vis de ce risque. Sur les aspects crédibilité de la Fed, c'est les taux longs. Donc, regardez les taux longs, ça reste, à mon avis, l'élément market mover pour les autres marchés derrière. Les autres marchés derrière. Monsieur Parisot, merci beaucoup. De TV Finance, nous, on est en vacances fin juillet. Du coup, si vous pouvez revenir avant pour nous éclairer sur tout ça, je vous en serai fortement reconnaissant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Christian Parisot. Vous êtes président fondateur d'Altair Économique, avec nous régulièrement pour analyser l'actualité. Je vous en remercie beaucoup. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition.